Voilà, et après ce témoignage particulièrement émouvant, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir, je ne l'ai pas mentionné au début de notre heure d'actualité parce que ce n'est pas son rendez-vous habituel, puisque son rendez-vous habituel est le mercredi, fidèle au poste tous les mercredis, et qu'hier c'était Yom Kippour, mais il est là, il est présent aussi ce matin, ce jeudi matin, le docteur Daniel Guggenheim, et nous sommes heureux de vous accueillir, docteur Daniel Guggenheim, pour votre chronique très attendue toujours par nos auditeurs, la chronique économique de Daniel Guggenheim. Alors, ce matin, il y a pas mal de sujets à traiter. Et le premier sujet, c'est, on peut dire, un sujet qui a suscité la polémique ces derniers jours en Israël. C'est la création d'une sorte de couloir, on va dire, sur deux grandes autoroutes israéliennes destinées en priorité uniquement à ceux qui font du covoiturage. C'est-à-dire pour éviter que les Israéliens se déplacent en voiture tout seuls et essayer de diluer, on va dire, la circulation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, dites-moi si je me trompe, mais l'essai n'a pas été particulièrement concluant. Bonjour, d'abord vous m'avez mentionné déjà une semaine avant, vous avez donné rendez-vous pour jeudi matin, oui, donc je suppose que les auditeurs nous attendaient. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous avez, le premier sujet qu'on a évoqué là, sur le covoiturage, c'est très intéressant. Le ministère des Transports a décidé d'élargir, déjà vous savez, quand vous allez vers Tel Aviv, vous avez ce qu'on appelle un chemin express, alors il a voulu un peu aller Maïr, oui. Maïr en hébreu, express en français, oui. Et il a voulu donc élargir sur deux endroits, à Ayalon et à côté de Netanya. Et en donnant quoi? On va faire un accès à une des routes qui sera uniquement un couloir qui sera uniquement réservé au covoiturage, ça veut dire qu'il faudrait être au moins 3, et aussi au transport public. Oui, au taxi. Alors, au taxi et aussi au bus. Aux autobus, bien sûr. Alors, ça a eu comme conséquence surtout au Netanya deux choses. Ça a commencé dimanche et... Non, ils l'ont fait la semaine dernière. Non, ça a commencé officiellement dimanche, si je ne m'abuse. Non, parce qu'ils l'ont arrêté au bout de, je crois, jeudi dernier, si je me souviens bien. Ils l'ont mis et ils ont tout de suite dit qu'ils vont d'abord, c'est un pilote, on va voir. Maintenant, la chose plus importante, même si vous avez parlé un petit échec, c'est de mettre sur les Israéliens l'idée qui est indispensable pour l'avenir, c'est qu'il faut qu'il y ait plus de covoiturage et aussi une aide au transport public. Le fait que les transports publics, vous les voyez dans les grandes villes, à Jérusalem ou deux endroits, ou dans les autres grandes villes, ou bien même intervilles, il y a un grand problème de temps, il y a un problème d'attente. Et les Israéliens aiment bien circuler dans leur voiture. Mais parce qu'on ne leur a pas donné de possibilité d'avoir de transport public comme c'est dans les grands pays développés. Et donc, moi, je trouve que c'est une idée très intéressante qu'il a fait. Il a voulu faire son Netanya. Et d'ailleurs, ceux qui ont utilisé cette voie, ce couloir, comme vous avez dit, c'est-à-dire les covoiturages et les transports publics, ont gagné 10 minutes par rapport au truc normal, par rapport à leur temps normal. Le problème, c'est les autres. Voilà. Parce que, il faut préciser qu'on peut avoir une très bonne idée en Israël, mais on n'a pas toujours l'idée jusqu'au bout et on la concrétise pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que ça aurait été très bien qu'il y ait un couloir spécial pour les voitures, le covoiturage, mais il aurait fallu qu'il se rajoute au couloir déjà existant. Or là, c'est prendre un couloir à déjà des autoroutes qui sont surchargées. Et en plus de ça, il y a eu autre chose. Waze, qui savait cette pilote, a mis aux gens de venir beaucoup sur Netanya. Et donc, les embouteillages ont commencé dans Netanya même. Oui. Et de façon impossible. Et ce qui fait que les gens ont mis, certaines personnes ont mis une demi-heure à 1 heure de plus de ce qu'ils mettent. Et donc, la maire de la ville s'est rendu compte que c'est sa ville même qui est maintenant en problème, pas seulement à l'intérieur, à l'extérieur pour aller jusqu'à Poleg. Alors, elle a dit, il faut faire fin à ça. Tant, apparemment, peut-être cette solution, pour l'instant, il faudra... elle a été donc abandonnée sur... Ils ont sur Netanya, oui, pas sur la Ayalon, ils ont continué, et en disant, mais je pense, encore une fois, c'est un demi-échec, parce que ça a quand même quelque chose mis dans les Israéliens. De toute façon, on en a souvent parlé, vu le fait qu'il y a tellement de voitures de plus en plus, et il y a les chemins, les autoroutes et tout ça sont limités. Il faut absolument aller à ce genre de solution. Bon, eh bien, on va voir si au cours des prochains mois, des prochaines semaines, ça s'améliore et si peut-être ce pilote, eh bien, va être élargi dans d'autres autoroutes israéliennes. Maintenant, le deuxième point, et c'est un point qui intéresse beaucoup de nos auditeurs, c'est vous allez nous parler du Tama 38. À Tama 38, vous allez nous dire de quoi il s'agit et nous expliquer que c'est bientôt terminé, Tama 38. Alors, on en a parlé plusieurs fois dans notre chronique. Il s'agit
c'est pour le gouvernement israélien, c'est déjà pour les autorités israéliennes déjà un plan de 2005 de dire on va rénover le parc immobilier en Israël, construire, et on a un problème en plus qu'Israël, vous savez malheureusement, risque d'avoir des tremblements de terre comme ça arrivait dans le passé. Et donc on s'est dit d'abord beaucoup d'immeubles qui ont été créés dans les malheureusement des années 50 au siècle dernier n'ont pas été créés selon les normes pour résister aux tremblements de terre. Alors ils ont dit on va faire deux choses. On va dire aux promoteurs, vous pourrez, si vous renforcez les fondations de l'immeuble, alors vous aurez le droit de construire encore des étages sur l'appartement, sur la maison existante, et c'est donc une bonne chose pour tout le monde, et même les gens à l'intérieur auront plus après eux-mêmes, on pourra élargir leur appartement. Ce qui s'est passé, c'est que le ministère les fonctionnaires du ministère de l'Habitation, depuis plusieurs mois, font des signes disant « nous voulons arrêter, ça doit s'arrêter en 2020 ». Pourquoi ? Nous voulons l'arrêter parce que, d'abord, vous faites maison par maison, or, les villes ont besoin plutôt de quelque chose de planification. Deuxièmement, ils ont sorti des chiffres que tout ce qu'ils ont fait, point de vue fondation, pour les tremblements de terre, ça ne sera pas grand-chose. C'est pas possible. Ils ont dit, c'est pas comme au Japon, on n'a pas pris les bons ingénieurs pour ça. Il y a 2 semaines de ça, ils ont fait une réunion au ministère ils ont fermé, mais qui est bien sûr est allé à la presse, où ils ont dit, tout en vérité, point de vue, si c'était ça l'idée, alors c'est pas bon. Et eux, tout leur projet, et ils avaient ça de l'accord des villes, de faire arrêter en 2020. Seulement, vous savez, en Israël, il y a des pressions de l'autre côté, d'abord des promoteurs et des projets qui étaient déjà commencés, et ils ont dit on ne peut pas faire comme ça. Alors le ministère actuel des Finances, aussi avec l'accord du ministère des Finances, c'est le ministère de l'Habitation qui est aussi anciennement Koulanou, a réuni tout le monde et a décidé la chose suivante. Nous ne pouvons pas arrêter tout de suite en mai 2020 comme voudraient les gens de l'intérieur, mais nous allons mettre un nouveau sursis jusqu'à 2022. Ça veut dire on a 3 ans et dans ces 3 ans, on va réfléchir avec toute la profession de voir et avec les villes parce qu'il y a un problème d'impôts, il y a énormément de choses, de voir qu'est-ce qu'il sera possible de faire mieux dans les 3 prochaines années. Cette décision n'a pas été acceptée par tout le monde bien, mi-figue, mi-raisin, surtout les promoteurs et ceux qui s'occupent des habitations disent 3 ans, c'est pas énorme. Vous savez très bien que quand vous voulez mettre des projets, ça met énormément de temps en Israël. Et donc, mais pour l'instant, en plus, il n'y a pas vraiment de gouvernement. Donc, c'était la solution qui a été adoptée. Alors, vous allez nous parler des post-doctorants en Israël avec des données assez étonnantes. Hein. Oui. Ça veut dire quoi ? Il y en a beaucoup plus qu'on ne pensait ? Vous savez, quand l'Institut de la statistique a publié des chiffres juste il y a la semaine dernière très intéressantes à ce sujet. Post-doctorat, c'est quelqu'un qui a terminé un doctorat. Oui. Et dans le monde entier, surtout en Israël, on leur dit, vous savez, avant de vraiment travailler, on vous propose 1 année ou faire des choses plus pour faire des études encore et vous recevrez pour ça une bourse. Une gare en Israël pour chose. Et c'est dans tous les pays comme ça. Israël envoyait, d'ailleurs dans les universités, il y a une grande mode d'envoyer soi-même les gens qui ont terminé leur doctorat en États-Unis ou en Europe, ou je sais pas. Et là, il y a une statistique sur les 2845 d'étrangers qui sont en Israël post-doctorants, 2845. Des Israéliens en tout, qui vont en Israël faire, dans 2845, l'année dernière, c'était la moitié, c'est des étrangers qui le font en Israël. Pourquoi ? Ils sont apparemment intéressés. Et de ce qui se passe ici, c'est encore une fois, l'université israélienne, l'enseignement supérieur est très bien considéré dans le monde. Vous pouvez nous dire d'où viennent ces étrangers ? Alors justement, très intéressant. Beaucoup de Chinois. Non, 10%. Non. 10%, mais ce qui est intéressant, les hindous. 31% parmi les étrangers sont des hindous. 1% seulement des Américains, d'ailleurs 3% peut-être. C'est surtout les pays émergents. Les pays émergents qui sont intéressés qui sont venus faire ici des postdoctorats. C'est pas pour rien, puisque les pays émergents sont séduits par Israël. Il faut bien que ça se répercute aussi au niveau universitaire. Oui, je pense. Vous savez que dans des niveaux comme haute technologie, cyber et autre chose. L'Afrique aussi, je suppose. L'Afrique, non, n'est pas tellement citée. Et ce qui est intéressant, c'est que la première qui reçoit, c'est l'Université de Jérusalem. On aurait pensé Tel Aviv ou le Technion. C'est elle qui rafle la plus importante. C'est très intéressant de voir ces chiffres-là. Alors, très bien. Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, vous parlez d'une union de géants sur Internet. Expliquez-nous de quoi il s'agit, parce que les noms, je n'oserais pas les prononcer.
vous savez peut-être pas les prononcer, mais quand vous ouvrez votre Internet, votre smartphone, pour regarder un article, vous avez des fois en bas de page, un truc, ça marqué Tabola. Ouais. Et il y a marqué, vous pouvez voir gratuitement encore un article qui peut vous intéresser si déjà vous êtes intéressé à ce que vous venez de voir, ou bien on vous envoie sur une pub. Et après, si vous voulez plus qu'un article, c'est payant, etc. Il y a Tabola et une autre société, Outbrain, qui sont qui sont de la publicité sur Internet, qui sont 2 Israéliennes, qui ont aussi des bureaux en Amérique, ont décidé de s'allier. Ça a duré des années, il y a eu des problèmes, de plusieurs milliards de dollars, cette union-là. Et elles pourront concurrencer Facebook et Google. Uh-huh. Il y aura un problème pour les annonceurs, apparemment, il y aura un nouveau oligopole qui remontera un peu les prix, mais c'est ça leur but. C'est intéressant de voir que les Israéliens seront peut-être rivaliseront avec Google. C'est impressionnant. Et Facebook. Eh bien, on va terminer, bien entendu, puisque nous approchons de la fête de Sukkot, après avoir passé Yom Kippour, par le marché des 4 espèces d'Herba Minim. Alors là, effectivement, on peut dire que c'est véritablement une industrie à l'échelon national. Hein, les Herba Minim, on se demande comment il y en a autant, des Loulavim, des Hadassim, des Trogim et des Haravot, pour toute la population israélienne, parce qu'il faut bien dire que même pas obligatoirement les religieux et les orthodoxes achètent leur loulav, mais on veut dire l'ensemble de la population israélienne possède un loulav en Israël. Quelle est l'importance de ce marché ? On pourrait d'abord dire en boutade que vous avez parlé d'industrie de marché, on peut regretter, je regrette souvent que comme on était en France ou en Alsace, ou vous, sûrement vos parents en Algérie, vous disiez que c'était pas un marché, c'était pour la mitzvah qu'on le faisait. Ouais. Mais comme les choses ont changé et que nous voulons aider les juifs les francophones dans leur quotidien, nous allons parler 2 secondes de ça. D'abord, les chiffres que vous dites, c'est impressionnant. J'ai vu, il y a 700 000 4 espèces qui sont vendues à peu près dans la fête de Sukkot, qui représentent 80 millions de shekels. Donc, c'est beaucoup. Et le marché est très concentré. Vous savez, il y a des grandes marges. Ça vient de plusieurs, il y a des choses qui viennent d'Israël, il y a des choses qui viennent de plusieurs régions, malheureusement aussi de Gaza. Ils amènent des loulavim et des choses comme ça. Et ça fait que, effectivement, qu'il y a qu'il y a pour tout le monde ce qui se fait, surtout pour l'importation de l'extérieur. Il y a un problème aussi que le ministère de l'Agriculture bloque certaines fois parce qu'ils veulent éviter qu'il y ait des problèmes pour l'agriculture après, puisque pas tous les pays ont les mêmes normes qu'Israël pour les pesticides ou autre chose. Maintenant, pour revenir à notre chose, je voudrais comme ça donner des conseils, puisque c'est malheureusement un marché que la presse israélienne donne aussi d'ailleurs. Sachez que si vous venez et vous dites, moi, je veux avoir un 4 espèces kasher, bien, même adrine, au prix que je veux, disons 80, 100 shekels. Si vous venez comme ça chez le marchand, vous terminerez comme ça. Parce qu'il va le sentir que vous êtes prêt à ça. Les marges sont tellement importants que si finalement vous avez décidé votre prix, il ne s'agit pas d'un prix ridicule, mais d'un prix qui est à peu près normal par rapport à ce qui est, alors vous aurez votre marchandise. C'est d'abord la première chose qu'il faut savoir. Deuxième chose, comme tout marché, ça dépend de l'offre et de la demande. Il y en a qui disent que plus vous approchez de la fête de Sukkot, moins ça vaut cher, puisqu'il y a plus de surplus que par rapport à ce moment-là. Mais vous risquez aussi à ce moment-là de ne pas avoir la meilleure qualité. Bon, écoutez, on connaît le dilemme. On connaît le dilemme. En tout cas, c'est déjà un mérite de pouvoir bénéficier d'un tel shefa, d'une telle abondance dans ce domaine, ce qui n'était pas le cas quand on était en Chutz-Laaretz. On se souvient des synagogues où on n'y avait que quelques Etrogim et Loulavim. Ça existait aussi dans les années 60 et 70 en France. Merci beaucoup. Je voudrais souhaiter Chag Sameach à tous les auditeurs et aussi de dire que je serai pas là, qu'on ne fait pas la semaine prochaine. Voilà. On va prendre un petit peu de vacances. Et qu'on reprendra mercredi. Tout de suite après, le mercredi après Simchat Torah.